Il y a la décision qui a été prise par l'administration de Donald Trump par la voix de son secrétaire d'État Mike Pompeo, qui va intervenir à partir du 2 mai de cette année, consiste finalement à couper Cuba des possibilités de financement internationaux en empêchant des investisseurs européens en particulier, puisqu'il faut savoir que la mesure, la fameuse titre 3, peut potentiellement toucher à peu près pour 70% des montants qui sont concernés par les demandes ou les éventuelles poursuites judiciaires qui auraient de ressortissants américains par rapport à des entreprises ayant bénéficié ou investi dans les entreprises anciennement nationalisées. Et bien 70% de cette somme, qu'on estime aujourd'hui à 2 milliards de dollars, proviendrait d'actifs européens. Donc ça concerne beaucoup les Européens. Et l'idée, c'est de couper Cuba, donc des canaux que commençait à construire l'île avec les financiers internationaux, parce que ce que Cuba a profondément besoin, ce sont des capitaux pour venir financer finalement sa croissance et son développement. Ces capitaux manquent cruellement dans le pays, et c'est ça que va venir contrarier très durement l'activation du titre 3 de la loi Helms-Burton qui date de 1996. La dimension extraterritoriale de la stratégie américaine est en fait le vrai sujet qui s'éclaircit à travers le cas cubain, parce que le cas cubain ne résume pas à lui seul tout l'arsenal extraterritorial utilisé par les États-Unis, mais il est un cas assez emblématique parce qu'effectivement aujourd'hui dans l'arsenal de guerre commerciale que développent les États-Unis, il y a ces batteries, ces lois dites extraterritoriales qui permettent à la justice américaine de frapper n'importe qui, que ce soit une personne physique ou morale, une entreprise, un État ou quoi que ce soit, en vertu des lois américaines partout dans le monde, si les États-Unis considèrent que cette personne ou cette entreprise contrevient à des lois américaines. Et donc c'est une disposition tout à fait unique. Il y a une espèce de privilège américain à utiliser ce genre de système. Et le dossier cubain arrive dans un écosystème plus large avec la question iranienne, par exemple, où là aussi les Européens sont pénalisés par les décisions de Donald Trump. Que peuvent faire l'Union européenne? Alors pour l'instant, l'Union européenne annonce être prête à prendre des mesures et d'apporter le fer au sein de l'Organisation mondiale du commerce, parce que l'Union européenne considère que ces lois extraterritoriales sont contraires au droit international et sont des éléments de distorsion de la concurrence normale des échanges et du commerce mondial. Il y a cette première arène, l'OMC, qui peut devenir un terrain de poursuite dans les structures d'arbitrage de l'OMC. Et puis l'Union européenne envisage, dit-elle, aussi d'appliquer un principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'il existe des lois, par exemple en France, qu'on appelle une loi de blocage qui date de 1968, ou dans d'autres pays, qui permettent finalement d'organiser une réciprocité par rapport à l'extraterritorialité des décisions américaines, par exemple, en confisquant, ça peut aller jusque-là, des biens américains ou des actifs d'entreprises américaines qui bénéficieraient de la loi américaine, mais cette loi américaine, pénalisant des investissements européens, profitant donc à ces entreprises. Donc on pourrait quelque part frapper les entreprises américaines en Europe par rapport à ce qui est fait aux européennes ailleurs dans le monde et à Cuba. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, ça demande une grande dose de volontarisme politique qui jusqu'à présent n'a pas été aux commandes de l'Union européenne, qui a plutôt cherché à trouver des arrangements ou à accepter en fait les décisions américaines. Donc ce dossier cubain est bien au-delà des frontières du pays, un dossier vraiment éminemment international, et on va voir justement si l'Union européenne décide finalement de faire preuve de volonté politique plus forte par rapport à Donald Trump aujourd'hui.
Alors, l'intérêt de Donald Trump, c'est de suivre une stratégie qui se précise de jour en jour, qu'elle ne concerne pas que Cuba. La stratégie se résume dans une formule qui a été donnée par l'administration américaine, qui est de lutter contre la troïka de la tyrannie, c'est-à-dire le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Il est intéressant de noter que les annonces qui ont été faites contre Cuba et qui ont retenu l'attention médiatique ont été accompagnées le même jour d'un nouveau train de sanctions contre le Venezuela et aussi contre le Nicaragua, contre des personnalités ou des dirigeants nicaraguayens et vénézuéliens, contre la banque centrale vénézuélienne aussi par exemple, et une banque nicaraguayenne. Donc il y a une approche, j'ai envie de dire, disons, groupée des États-Unis qui vise à tenter d'éliminer, d'asphyxier de plus en plus ces trois pays-là, qui sont liés selon Washington dans cette fameuse troïka de la tyrannie. Cuba est la cible majeure en réalité, et c'est vrai que le dossier vénézuélien doit être lu à la lumière du dossier cubain. Monsieur Trump voudrait certainement pouvoir repartir en campagne en 2020 avec une sorte de succès international qu'il a peiné à avoir sur bien d'autres dossiers, qui serait finalement d'avoir fait tomber l'irréductible adversaire des États-Unis depuis les années 60 que constitue Cuba. C'est une valeur symbolique, et de débarrasser dans son esprit le continent américain de toute forme de régime récalcitrant ou socialisant, socialiste. C'est une vraie bataille que mène M. Trump, qui a aussi un aspect de politique intérieure, puisque précisément aujourd'hui M. Trump doit à la fois trouver des appuis au sein de la droite républicaine et de la droite démocrate pour repartir en campagne, et puis aussi se battre contre des Bernie Sanders ou d'autres dirigeants montants dans la politique américaine de gauche qui, eux, assument justement une affiliation au socialisme, qui est un mot qui revient dans le débat intérieur américain, ce qui est tout à fait étonnant. Et M. Trump va se positionner comme celui qui va être le grand pourfendeur finalement de ce retour du socialisme, et preuve à l'appui en essayant d'éliminer les pays dont on a parlé aujourd'hui. Pour Cuba, c'est tout à fait problématique et préoccupant la situation, parce que précisément Cuba était en train de s'ouvrir progressivement aux investissements internationaux. L'île comptait énormément sur les capitaux internationaux pour venir financer sa croissance et son développement des prochaines années, à la suite du mouvement de normalisation des relations entamées entre Raúl Castro et Barack Obama en 2014. C'est tout ça qui se referme aujourd'hui violemment, et l'activation du titre 3 de la loi Helms-Burton va littéralement assécher les flux de capitaux vers ce pays qui en a tant besoin et qui compte dessus pour se développer. Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle ère très très dure pour les Cubains, dans des conditions régionales qu'on connaît, avec la crise vénézuélienne et puis les retournements politiques de la région qui est plutôt passé à droite. Et donc ça augure d'une période tendue où les relations entre la Havane et Washington vont certainement se raidir.